Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être présent aujourd'hui pour vous présenter cette conférence sur les bonnes pratiques de pulvérisation et quels sont les paramètres dont vous devriez tenir compte pour optimiser la qualité de votre traitement phytosanitaire. Je tenais à préciser quand même avant de commencer que je suis un petit peu un hybride. Oui, je suis un agronome qui fait beaucoup de bureaux, mais l'été, je suis beaucoup sur le terrain pour suivre les projets de recherche. Donc, je participe avec mes techniciens au traitement phytosanitaire. C'est moi qui calcule tous les paramétrages et tout ça. Donc, je suis quand même très présent sur le terrain. Puis, même si j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, peut-être j'ai quand même une bonne connaissance du sujet. Et comme je travaille en recherche depuis plus de 12 ans, mais je me dois de travailler d'une façon vraiment très précise et très optimale pour qu'on ait vraiment des traitements de la meilleure qualité possible, de façon à être capable de sortir la variabilité du traitement et donc de sortir des différences significatives. OK. Donc, évidemment, ça ne marche pas. On va y aller à la main. Donc, quand on m'a proposé de faire cette présentation, au début, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? C'est peut-être un sujet, je vais pouvoir dire, écoutez, regardez votre étiquette, traitez pas quand il y a du vent, traitez pas quand il va pleuvoir, puis c'est tout. Alors, je me disais qu'en 30 secondes, j'allais avoir fait le tour. Alors, j'étais un petit peu sceptique. Finalement, en me plongeant dans le sujet, je me suis aperçu, évidemment, qu'il y avait pas mal plus de matière que ce que je pensais. Alors, outre le fait que je vais présenter des aspects que vous connaissez déjà, je vais vous donner aussi des exemples de ce que nous faisons dans notre centre de recherche. Alors, ce n'est pas une réalité qui est coulée dans le béton, il y a bien d'autres façons de faire, mais je pense que la façon avec laquelle nous agissons est vraiment une façon qui a montré ses preuves et qui est efficace. Alors, pour commencer, je vous dirais, évitez d'utiliser toujours des formules qui sont toutes faites et évitez de traiter toujours de la même façon. Ce n'est pas parce que vous traitez depuis 5 ans ou 10 ans avec une molécule avec le même volume d'eau, la même pression, que c'est forcément la bonne façon de faire. Les technologies évoluent, les étiquettes aussi évoluent, les formulations évoluent. Alors vous devez toujours vous remettre en question et vous améliorez de façon constante. N'oubliez jamais, puisque je pense qu'en agriculture, on a peut-être trop tendance à l'oublier, que vous êtes des professionnels, okay, au même titre que n'importe quel autre professionnel, et que vous devez agir comme tel. Alors, si on part de zéro, finalement, je vais essayer de monter cette présentation en partant de zéro, comme je disais, de l'étiquette jusqu'à la pulvérisation. À quoi vous devriez penser? Évidemment, le début, c'est lire, quand vous avez choisi votre produit, vous devez lire l'étiquette. Et j'insiste sur le fait que quelquefois, il y a des informations sur le volume d'eau et la pression. Je pense qu'en pulvérisation, c'est vraiment le problème numéro 1, c'est que les étiquettes ne sont pas toujours claires. On vous parle de volume d'eau suffisant pour mouiller le feuillage, mais sauf suffisant, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, lisez les étiquettes, respectez les doses, le nombre d'applications, les délais avant récolte. N'oubliez pas que l'étiquette, c'est la loi et que vous devez la respecter. Chaque produit n'a pas la même toxicité non plus, n'a pas la même efficacité non plus, ça c'est certain, mais peut-être que pour un produit à usage équivalent, vous devriez essayer de regarder si vous pouviez prendre le moins toxique. Pour cela, vous pouvez vous référer au site Sage Pesticides qui, je pense, est très bien fait. N'oubliez pas aussi, quand vous faites votre choix de produit, de penser à ce que vous avez appliqué précédemment. Okay? C'est important parce qu'il faut faire une bonne gestion de la résistance, alors vous devez penser à la rotation des familles chimiques et ne pas utiliser toujours les mêmes produits. Ça, c'est une bonne pratique agricole. Évidemment, quand on parle de pulvérisation, pour un même produit, eh bien, ça peut varier parce que la culture est différente, le stade d'application
peut varier, dépendamment si on traite sur une culture qui est peu développée ou une culture qui est très développée, on ne va pas mettre forcément la même quantité d'eau, ni forcément la même quantité de matière active. Ça dépend aussi de l'ennemi à atteindre. Et pour cette raison, on va se poser la question, est-ce qu'on doit y aller avec quel type de produit doit-on utiliser? C'est pour ça que ça m'amène à vous parler du type d'activité. Posez-vous la question, est-ce que je vais travailler avec un produit de contact, un produit systémique? Alors, rapidement, un produit de contact, c'est quoi? Bon, c'est un produit qui agit seulement sur la cible sur laquelle il est appliqué, donc il ne circule pas dans la plante. Quelques exemples, on a le Matador, le Spinosad, dans les herbicides, Gramoxone, Reglone, Betamix. Et dans les fongicides, les produits de contact sont souvent des produits préventifs. On parle de Ditane, de Bravo. Dans les produits systémiques, là, on a des termes qui sont... on met termes systémiques un petit peu à toutes les sauces, mais un vrai produit systémique, c'est un produit qui est véhiculé dans le xylème et dans le phloème. Donc c'est un produit qui est vraiment véhiculé dans toute la plante. Donc des vrais produits qui sont systémiques, on a le Movento, Lactara, imidaclopride, Titan, mais dépendamment du mode d'action et du produit qu'on utilise, si vous utilisez du produit comme Clutch en foliaire, eh bien c'est un produit qui va aussi avoir un effet de contact sur vos insectes. Les herbicides systémiques, on a le glyphosate, le nicosulfuron qui est utilisé dans le maïs pour traiter les graminées, contre les graminées. Au niveau des fongicides systémiques, par exemple, on a l'aliette. Donc, comme je vous disais, les produits systémiques ne sont pas par systémique vraiment purement et simplement. Un systémique, c'est un produit qui est véhiculé au complet dans la plante, mais il y a aussi des systémiques dits systémiques locales. C'est un produit qui va pénétrer dans les premières couches de cellules, mais qui ne va pas se déplacer sur une longue distance. Okay. Un exemple, on a le Ranman qui est un systémique, j'appelle limité. Ce produit-là est quand même très intéressant parce que ça lui prend 100 mm au plus pour être lessivé. Bon, par exemple, quand vous allez, je prends le secteur des pommes de terre que je connais peut-être un petit peu plus. Si vous avez à appliquer un fongicide anti-mildiou, par exemple, on prévoit des risques de pluie dans les jours qui suivent, des forts risques d'orage, par exemple. Si vous utilisez un produit protectant comme du Bravo ou du Ditane qui a seulement 25 mm avant d'être lessivé, ben, il est à peu près certain que dans les 3 jours qui vont suivre votre application, vous serez plus protégé. Okay? À ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça ou est-ce que je dois y aller avec un produit qui est certes plus dispendieux, mais qui va aussi avoir une efficacité plus longue et qui va permettre d'être protégé même pendant la période de risque, comme le Ranman. Donc avec 100 mm ou plus, on peut dire que vous êtes tranquille pour la semaine, mis à part si vraiment on n'a pas de chance, qu'il tombe un déluge de tous les diables. Mais parce que n'oubliez pas, si vous appliquez un Bravo par exemple et que 2 jours après il est lessivé, ben, c'est un produit qui a été appliqué pour rien, là. Il faut que vous reveniez. On a les produits dans les systémiques, on a les produits translaminaires. C'est-à-dire que le produit, vous l'appliquez, il va pénétrer de la face supérieure à la face inférieure de la feuille. C'est le cas pour l'agrimec, la bamectine, et c'est le cas aussi pour la plupart des strobilurines, comme la pyraclostrobine, l'azoxystrobine, et des produits comme Reason ou Lance. Donc, évidemment, une fois que vous avez choisi le type de produit que vous devez mettre, là, vous devez vous poser la question, dans quel volume d'eau je dois l'appliquer? Je sais que ça, c'est un sujet qui est un petit peu sensible. Je reviens à ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas souvent des informations claires sur cet élément, pas plus que pour la pression d'ailleurs. Et donc, je vous présente un petit peu ce que nous faisons et nous préconisons au centre de recherche quand on travaille. Il y en a peut-être qui sont en train de se dire « ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça » ou « c'est pas logique » ou « moi je n'agis pas comme ça, puis ça marche ». Il n'y a pas une façon, comme je disais, unique de faire. Puis les étiquettes, des fois, sont assez larges. Nous, dans les herbicides, moi, ce que je préconise, c'est souvent, j'aime travailler, que ce soit en pré ou en post, à peu près à 200 litres par hectare,
à moins que l'étiquette stipule des taux différents. Par exemple, dans le Laurox, dans la carotte, on parle, je pense, de 220 litres à 335 litres par hectare. Dans ce cas-là, moi, je vais plus dans le 300 litres par hectare, surtout quand on traite en poste levé des mauvaises herbes, que la densité des mauvaises herbes est assez élevée, ça prend une bonne couverture de la mauvaise herbe, alors on a tout intérêt à augmenter notre volume d'eau. Donc 200 à 300 litres pour les herbicides, c'est un petit peu le range que l'on utilise. Encore une fois, référez-vous aux étiquettes. Okay. Les insecticides, bien là c'est variable. On a des insecticides comme le Matador où l'étiquette est très claire, on dit de traiter à 200 litres par hectare. Movento, si je ne me trompe pas, c'est 200 à 300 litres. D'ailleurs, je me fie aussi pour vous donner ces recommandations-là. On fait des projets avec des compagnies qui nous donnent leur protocole de recherche et qui nous font tester leurs propres produits. Alors quand la compagnie me dit « teste mon produit à 300 litres, dans 300 litres d'eau par hectare », ben, je me fie que ça doit être assez solide pour pouvoir travailler avec un tel volume. Même si sur l'étiquette, il n'y en a pas de recommandation. Ensuite, moi, je travaille avec ce que la compagnie m'a donné l'année précédente, par exemple. Coragène, l'étiquette dit minimum 100 litres par hectare. Moi, je n'aime pas travailler avec les concentrations minimales. Donc, le coragène, on le travaille avec 200 litres par hectare. Aceille, l'étiquette dit 200 litres. Encore une fois, je vais majorer d'une centaine de litres par hectare pour monter à 300 litres hectare. Pour le rimon, dans les pommes de terre, contre le dorifort, ça prend vraiment une très très bonne couverture. Alors on traite à 400 litres par hectare et il faut traiter un stade très jeune aussi du dorifort. Évidemment, le stade que vous allez viser va, outre la quantité d'eau, le stade qui est visé quand vous traitez au niveau des produits de contact, par exemple, a une importance qui est vraiment particulière. Après, des produits comme Entrust, Success ou Bioprotect, moi j'aime bien y aller avec du 500 litres par hectare. Pourquoi? Parce que quand on lit l'étiquette du Entrust ou du Success, même s'il n'y a aucune indication par rapport au volume d'eau qui doit être utilisé dans les crucifères, par exemple, il y a des indications qui disent que dans les légumes bulbes, on devrait y aller entre 300 et 500 litres d'eau par hectare. Alors on travaille aux alentours de 400 et 500 litres d'eau par hectare. Comme je vous dis, ce n'est pas la vérité absolue, mais ça donne des résultats. On a toujours une excellente efficacité avec ces volumes d'eau-là. Dans les fongicides, dans les pommes de terre, Randman, l'étiquette nous donne 200 à 600 litres par hectare selon le stade de la culture. Moi, en début de saison, en général, s'il y a des risques, on traite plutôt à 300, 400, plutôt 400 litres hectare, et puis on finit la saison à 500-600 litres par hectare. Pourquoi je dis 400-600 litres? C'est parce que, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, quand il y a du vent, des fois où que les conditions sont plus séchantes, le taux d'hygrométrie est plus faible, j'aime bien augmenter le volume d'eau pour avoir une meilleure couverture du feuillage. Posez-vous aussi la question, des fois ce n'est pas ultra clair, je trouve, dans l'information est fragmentée. N'oubliez pas de mettre un surfactant si l'étiquette le stipule. Okay? Ça a l'air logique, mais parfois j'ai discuté avec des producteurs qui me disaient que dans certains produits, ils ne rajoutaient pas le surfactant. C'est important de rajouter un surfactant puisqu'il améliore je dirais l'accroche du produit, la fixation du produit sur le feuillage, et souvent aussi les surfactants ont pour effet de dissoudre un petit peu la cuticule et d'améliorer l'absorption du produit par la plante. S'il n'y a pas d'indication qu'il faut mettre un surfactant, c'est parce que le surfactant est déjà présent dans la formulation. Okay? Alors ne jouez pas les apprentis sorciers à en appliquer parce que des fois ça fait qu'il y a de la phytotoxicité. Donc suivez les étiquettes. Le type de buse, c'est un petit peu le même problème que le volume d'eau. Puis quand on parle de type de buse, c'est un monde qui est vraiment à part. Puis vous en connaissez probablement beaucoup plus que moi. C'est pour ça que moi je travaille avec des buses, peut-être qui va vous sembler basiques, mais je travaille avec des produits qui sont simples, qui ont fait leurs preuves. Et en règle générale, c'est ces pressions-là qu'on utilise. Dans les herbicides, moi j'y vais souvent avec du 30 PSI, pas au-dessus.
avec des 110,03. Quelquefois, quand le temps est un petit peu plus instable, un petit peu plus venteux, je vais baisser aux alentours de 27-28 PSI. Puis on va baisser un petit peu la rampe aussi. Je sais très bien, ça vous fait rigoler, 30 PSI versus 30 PSI, mais mon caractère de chercheur essaie de toujours optimiser les pulvérisations que l'on fait, puis mes techniciens n'aiment pas souvent ça quand je suis en train de scruter la position du jet et d'évaluer s'il y a de la dérive ou pas. Mais moi, c'est comme ça que je travaille, j'ai mes habitudes, puis j'aime bien essayer de jouer un petit peu, de pas toujours, comme je disais au début, travailler avec des formules qui sont toutes faites. Puis, je peux vous dire que quand même, souvent, on voit une bonne différence quand on baisse de 3 PSI sur la dérive. Les insecticides, on monte un petit peu les pressions, on monte à 35-40 PSI. Le jeu là-dedans, évidemment, c'est plus on augmente la pression et plus vous risquez d'avoir de la dérive. Okay? Alors, de la gouttelette trop grosse, c'est une gouttelette qui peut perler sur le feuillage et donc vous pouvez perdre votre produit. Et trop fin, ben, vous avez de la dérive. Les fongicides, on utilise des G-coniques TX V12 80-100 PSI. Évidemment, dans votre pulvérisation, la météo a un impact extrêmement important. Vous devez vous poser la question de, ça tout le monde le fait, quel temps fait-il au moment de l'application? Mais moi j'irai plus loin en disant, quel temps va-t-il faire au cours de la journée, dans les heures qui vont suivre votre application et dans les jours qui vont suivre. Concrètement, ça veut dire que pour des herbicides, par exemple, vous voulez des conditions qui sont dites poussantes. Il faut que les mauvaises herbes aient des bonnes conditions pour pousser, pour quand vous traitez, qu'elles soient en mesure d'absorber votre produit et donc qu'il y ait l'effet escompté. L'humidité de l'air est extrêmement importante. Plus l'humidité relative, si vous traitez un petit peu plus tard en matinée, puis on ne peut pas traiter toujours de 7h à 8h, vous avez des grandes superficies à faire, eh bien il y a peut-être une journée où l'humidité relative est faible, d'augmenter un petit peu vos volumes. Y a-t-il de la rosée sur le feuillage? On vous dit souvent de traiter tôt, mais traiter trop tôt, c'est pas bon parce qu'il y a de la rosée sur le feuillage, vous pouvez perdre du produit. Puis trop tôt aussi, il peut y avoir ce qu'on appelle le temps mort, des conditions de temps mort, et ça, c'est pas une bonne chose parce que quand vous appliquez, il y a de l'inversion thermique, puis le produit a tendance à se balader, puis à aller chez le voisin. La température prévue au cours de la journée. Si vous traitez le matin, que vous avez des bonnes conditions, mais que pendant l'après-midi, il prévoit 33 degrés avec 40 avec humidex, peut-être qu'il faut quand même être prudent. Parce que si votre plante est stressée et qu'il y a des gros coups de chaleur, des fois, ça peut se traduire par des problèmes de phytotoxicité. On l'a déjà vu, nous, dans nos projets de recherche. Va-t-il y avoir de la pluie le lendemain? C'est l'exemple que je vous donnais avec traitement fongicide dans la pomme de terre. Si vous appliquez un Bravo, que le lendemain il tombe 35 mm, ben votre produit, vous n'avez plus rien sur le feuillage, okay? Vous avez traité pour rien. Alors posez-vous la question, adaptez le produit que vous devez employer avec les conditions météo qui sont prévues dans les jours suivants. Je sais très bien que ce n'est pas évident, Météo Média ou Environnement Canada changent à peu près toutes les 3 heures leur prévision météo, mais on fait pour le mieux. Okay? Le cas des pyréthrinoïdes de synthèse, évitez évidemment de traiter avec, par exemple, du Matador, lambda cyhalotrine, quand il fait au-delà de 24 degrés. On sait très bien que les pyréthrinoïdes de synthèse perdent de leur efficacité avec des températures élevées. Traitez le matin ou le soir pour protéger vos pollinisateurs. C'est pareil évidemment quand vous utilisez les néonicotinoïdes. Cas des herbicides de prélevé, vous avez un projet, vous êtes dans la carotte, vous appliquez votre Lorox et malheureusement il tombe 30 mm dans les heures qui suivent ou dans les 24 heures qui suivent. Ça c'est très néfaste parce que vous allez perdre du produit, vous allez polluer, mais en plus vous risquez d'avoir des problèmes de phytotoxicité puisque le produit va pénétrer dans les couches plus profondes du sol. Alors ça c'est des choses c'est des concepts de base qu'il faut essayer, dont vous devez tenir compte. Évidemment, ne préparez pas votre bouillie 24 heures ou 12 heures à l'avance. Les molécules vont se dégrader de façon prématurée. Utilisez de l'eau propre,
filtre, n'utilisez pas de l'eau qui est trouble, où il y a de la matière organique en suspension. Ça crée des problèmes d'absorption du pesticide sur les matières organiques et vous perdez de l'efficacité. Les problèmes liés à la qualité de l'eau aussi, vous auriez intérêt, je pense, ça c'est des choses qui ne sont pas très dispendieuses et très compliquées à faire. Vérifiez votre qualité de l'eau, la dureté, par exemple pour le glyphosate. Le glyphosate va se lier au cation, donc des problèmes d'inactivation du produit. Ça va se lier aussi au fer, vous risquez de bloquer vos buses, c'est des choses qui peuvent arriver. Le pH de l'eau, c'est très important. Moi, ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est qu'idéalement, vous devriez avoir un pH de votre eau entre 5,5 et 6,5. Certains produits comme les carbamates ou les organophosphorés sont très sensibles à l'hydrolyse alcaline. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'agon a une demi-vie à pH de 6 de 12 heures et à pH 9 seulement 48 minutes. Okay. Donc ça, c'est des choses que vous devriez vérifier pour vous rassurer un petit peu. N'oubliez pas que vous devez évidemment calibrer votre machinerie. Évidemment, c'est de base. Je me sens un petit peu mal de vous rappeler tout ça parce que je me dis c'est tellement basique que ça coule de source, mais on part du début, on va jusqu'à la fin. Je vous rappelle les bonnes pratiques. Calibrer. Regardez le type de buse par rapport à la charte, qu'est-ce que ça devrait vous donner au niveau du volume par minute par buse et comparez-le avec la sortie que vous avez réellement à votre pulvérisateur. Ça arrive des fois qu'il y ait des buses qui ne fonctionnent pas extrêmement bien. Ça va vous permettre donc en faisant cet exercice-là de vérifier si votre machinerie fonctionne bien et est-ce qu'il n'y a pas de disparité aussi. Nous, quand on fait ça chaque printemps, avec notre matériel, on s'aperçoit qu'il y a toujours 3-4 buses, on ne sait jamais pourquoi, elles donnent 50% de moins de débit. Et ça fait en sorte que quand vous traitez, il peut y avoir de larges bandes qui sont mal désherbées ou si vous utilisez un fongicide, cette bande-là elle ne va pas être protégée, donc il y a une source d'inoculum importante. Vous traitez contre les champignons, mais vous avez des gros foyers d'infestation parallèlement à tout ça, c'est contre-productif. La hauteur de la rampe, en général, avec des buses à 110 degrés, moi je mets la rampe à peu près à 40 cm au-dessus de la culture ou du sol. Encore mon moralisateur à moi, portez vos vêtements de protection. Je sais que ça paraît difficile, même moi qui travaille avec ça, ça paraît difficile de croire que des produits utilisés à si petite dose peuvent être aussi dangereux pour la santé, mais c'est la réalité. Pensez à votre santé, on ne le dira jamais assez. Et enfin, pour terminer, faites confiance à votre conseiller, posez-lui des questions, écoutez-le. Et n'oubliez pas que chaque décision que vous prenez, ça a une influence évidemment sur l'efficacité de votre traitement. Si vous appliquez mal, votre efficacité ne sera pas optimale, mais aussi un impact sur la contamination de l'environnement. Okay? Si vous traitez mal, que vous devez traiter plus de fois parce que l'application n'a pas été bien faite ou a été lessivée à cause de problèmes de température, immanquablement, vous allez contaminer l'environnement. Et une pulvérisation mal faite, évidemment, ça se traduit par une perte d'efficacité, je viens de le dire, mais par une perte de temps et une perte d'argent. J'espère que ça aura pu vous dresser un topo intéressant de la situation, puis j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup. Sage Pesticide est un outil essentiel pour gérer les pesticides de façon rationnelle et sécuritaire. Consultez-le régulièrement pour en savoir plus sur les traitements phytosanitaires homologués dans différentes cultures, sur les caractéristiques des produits commerciaux et bien d'autres aspects reliés à leur utilisation.